Ouais, bonsoir. Je vais faire l'effort de parler en français, même si nous sommes une équipe un peu bizarre. Nous sommes très internationales, interdisciplinaires. Et en fait, je n'ai pas eu la chance de voir nos étudiants en action beaucoup parce qu'avec des contraintes de temps, ce n'était pas idéal. Mais je voulais juste vous dire qu'on est une équipe qui fait de la recherche computationnelle. Ça veut dire qu'on prend beaucoup des datas qui sont produits par tous les biologistes et même quelques datas produits par nous-mêmes. Et on cherche de trouver le sens dans tout ça. Donc là, le défi a été d'utiliser du code, de la programmation, et vous allez voir que ça nous permet de trouver plein de choses intéressantes dans les datas biologiques. Donc je tenais vraiment à remercier Benoît, qui est un postdoc dans mon équipe. Donc il a fait sa thèse et il s'est mis à la bioinfo après. Il a vraiment encadré ses étudiants, Cristobal et Émilie, toute seule. Et je pense que c'est vraiment remarquable et je le remercie beaucoup parce que je pense que ce type d'initiative est très important. Et c'est dommage de ne pas avoir la chance de m'investir plus, mais vraiment merci Benoît. Donc il va présenter l'équipe et après on écoutera les résultats de nos étudiants Cristobal et Émilie. Merci beaucoup Vera. Bonsoir à tous et à tous. Je m'appelle Benoît, je suis postdoc dans l'équipe de Vera depuis maintenant 1 an et demi et j'ai eu le plaisir d'accueillir 2 apprentis chercheurs ce soir qui sont là. C'est Cristobal qui est en première et Émilie qui est en troisième. Donc, l'équipe de NetBio, Network Biology for Immuno-Oncology, c'est une équipe qui est pluridisciplinaire, comme l'a dit Vera. Elle est composée de physiciens, de bioinformaticiens, de biologistes, de mathématiciens. Et nous travaillons tous ensemble pour comprendre comment une tumeur fonctionne. Alors, on est composé de plusieurs postdocs qui sont un peu d'originaire un peu partout. Certains sont d'Albanie, des États-Unis, etc., etc. Donc on est une équipe qui est très internationale. On parle très souvent en anglais et c'est vraiment génial. Donc nous sommes une équipe qui faisons de la bioinformatique. Petite question, qui sait ce que c'est de la bioinformatique ici? Bon, peut-être lever les mains. Ouais, il y en a quelques-uns, ce sont surtout des chercheurs. Donc, la bioinformatique, c'est une nouvelle discipline. C'est une nouvelle discipline qui unit les sciences du numérique et la biologie. Par sciences du numérique, on entend tout ce qui est l'informatique et les mathématiques, et la biologie, c'est tout ce qui est biochimie, biologie, microbiologie, écologie, etc. etc. Donc, pourquoi la bioinformatique, c'est important? Parce qu'aujourd'hui, les biologistes génèrent beaucoup de data. Et ces data, elles sont souvent complexes et il faut les analyser. Pour ça, on a besoin des maths et de l'informatique. Vous allez voir un petit extrait tout à l'heure, mais vraiment un petit jeu de données. Aujourd'hui, donc, nous avons besoin de nouvelles méthodes. Des méthodes pour pouvoir manipuler ces data, pour pouvoir les stocker, pour pouvoir les visualiser et surtout les analyser. Et enfin, la bioinformatique, c'est une science qui est très jeune, très jeune, et elle est indispensable dans la recherche en biologie et en cancérologie, mais aussi en médecine. Donc, juste pour information, dans ce bâtiment, à l'Oncopole, dans l'hôpital, vous avez une unité de bioinformatique. Ce n'est pas uniquement que dans la recherche. Donc, qu'est-ce que nous faisons en bioinformatique en cancéro? Comme vous avez pu le voir dans plusieurs présentations tout à l'heure, une tumeur, c'est constitué de plusieurs cellules. Des cellules cancéreuses, des cellules du système immunitaire, des cellules de soutien, du micro-environnement, etc., etc., etc. Mais c'est un objet qui est très difficile à modéliser. Évidemment, pourquoi c'est difficile? Parce que toutes ces cellules-là, elles communiquent entre elles. Mais elles communiquent aussi avec les autres organes du corps humain. Et donc, notre but, c'est de comprendre ce micro-environnement. Donc, dans l'équipe NetBio, Vera a mis au point 3 axes. Enfin, les 3 principaux. Donc, le premier axe, c'est modéliser le micro-environnement tumoral. Donc, en fait, c'est une partie qui est très mathématique. En fait, ici, ce qu'on appelle de ABM, Agent Based Model.
du agent, alors traduire en français, je suis moins bon. Individu centré. Donc, bon, je raisonne en anglais. Hein. Comme vous savez, l'équipe est très internationale. Donc, par exemple, ici, vous avez plusieurs, ici, des cellules du système immunitaire, des cellules cancéreuses et des états différents. Et en fait, on a un schéma ici. Cette cellule-là va interagir avec cette cellule-là et ainsi de suite. Et elle va avoir un état différent. Mais ça, on peut le faire à partir des données expérimentales. Et avec des modèles mathématiques, on va voir comment la tumeur va évoluer. Si les cellules cancéreuses vont diminuer ou si les cellules cancéreuses vont monter. Et cela va nous informer sur la cinétique de la maladie. Enfin, le deuxième axe, c'est modéliser la tumeur d'un point de vue spatial. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait des coupes microscopiques. Mais comme l'a présenté Margot, des fois, on ne voit rien du tout. On est obligé de faire de l'immunofluorescence. L'immunofluorescence, ça permet de donner une certaine information. Mais il y a d'autres informations qui sont cachées. Et en utilisant la théorie des réseaux, et en utilisant la position des cellules entre elles, on va pouvoir voir, caractériser ces cellules. Par exemple, il y a des niches. Il y a des niches de cellules cancéreuses et il y a des niches de cellules qui sont du micro-environnement qui vont stimuler ces cellules cancéreuses. Et en fonction de leur topographie, en fonction de leur position spatiale, ça joue un rôle dans le diagnostic, mais aussi pour étudier l'agressivité des cellules cancéreuses. Enfin, la dernière partie, alors juste avant pour dire, ici nous étudions le comportement. Mais d'où vient ce comportement ? Et en fait, le comportement viendrait de l'état de la structure chromatinienne, c'est-à-dire comment les chromosomes sont organisés dans le noyau. Et c'est ce que nous appelons l'épigénome. Et notre troisième axe, c'est modéliser l'épigénome des cellules. Si on prend par exemple des cellules de lymphocyte B, ici, ça représente le noyau qu'on a coupé en deux. Vous avez trois couleurs, rouge, vert et bleu. Le rouge, ce sont les gènes qui sont très vieux d'un point de vue évolutif. Des gènes qu'on retrouve dans les organismes unicellulaires, par exemple. Quand ils sont verts, ce sont des gènes qui ne sont pas trop vieux et pas trop récents non plus. Et donc en bleu, ce sont les gènes qui sont vraiment très récents, qui sont typiques du génome humain. Et donc ce qu'on peut voir dans le lymphocyte et qu'on compare avec une leucémie, c'est que dans la leucémie, les gènes qui sont vieux ont tendance à former des clusters, c'est-à-dire des petites boules comme ça. Voilà. Donc ça peut expliquer aussi le comportement des cellules cancéreuses. Mais ce soir, on ne va pas parler de ça, on va parler d'un nouveau sujet. Parce que quand j'ai rejoint l'équipe, j'ai dit à Vera, je m'intéresse à une chose, c'est le cancer et c'est le vieillissement. Alors pourquoi le cancer et le vieillissement ? Parce que, alors je vous montre ceci, le cancer c'est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs en jeu. Et c'est ce qu'on représente ici dans cette figure-là. Alors, on appelle ça les hallmarks of cancer, c'est-à-dire les caractéristiques du cancer. Et il y en a plusieurs. Par exemple, l'instabilité, les mutations du génome, la possibilité d'activer la métastase, d'avoir des cellules qui sont réplicatives, immortelles, etc. etc. Je ne vais pas le passer, sinon je vais en avoir pour 10 heures. Il est déjà assez tard et vous êtes impatients, les chers jeunes, d'avoir vos diplômes. Donc, ces hallmarks, mais ils sont déjà bien connus. Mais il existe aussi des hallmarks du vieillissement. Et qu'est-ce qu'on constate ? Que ces hallmarks du vieillissement sont proches, voire identiques parfois, avec celles des cellules cancéreuses. Aujourd'hui, depuis quelques mois, on a fait un nouveau modèle de hallmark, et dans lequel on propose de rajouter les cellules vieillissantes qui pourraient jouer un rôle dans le développement du cancer. Ça, c'est une première explication. Mais maintenant, je vais laisser nos deux petits jeunes qui vont expliquer le deuxième point, et qui vont expliquer tous leurs travaux. Tout au long de notre stage au sein du CRCT, nous avons étudié la relation entre le vieillissement et le cancer. Des études épidémiologiques montrent une relation entre le vieillissement et le cancer. Ce graphique a pour abscisse l'âge et pour ordonner l'incidence. On peut constater que l'incidence augmente à partir de 60 ans. C'est ainsi que nous nous posons la question, pourquoi développe-t-on plus de cancer quand nous vieillissons ?
Nous avons donc émis plusieurs hypothèses. Les mutations de l'ADN s'accumulent au cours du vieillissement. L'épigénome est altéré au cours du vieillissement. Si l'épigénome est altéré, alors la cellule ne fonctionne plus correctement. Le métabolisme des cellules est déréglé au cours du vieillissement. Nous avons choisi d'étudier la première hypothèse, sans oublier que le cancer est un phénomène multifactoriel. Alors, comment a-t-on procédé? Tout d'abord, puisqu'on s'appuie sur la bioinformatique, nous avons besoin d'une base de données. Nous l'avons pris à partir d'un article scientifique sur Mammut base de données, database. Et nous nous sommes focalisés sur deux points importants, le vieillissement et le cancer. Dans cette base de données, on s'intéresse particulièrement sur les mutations. Alors, tout d'abord, une fois téléchargées les bases de données, nous avons nettoyé les données, les réorganiser, c'est-à-dire la customisation, et ensuite l'analyse des statistiques. Tout ce développement, ce travail informatique s'est fait avec l'aide du langage de programmation R, qui nous a facilité la tâche. Nous avons donc téléchargé notre base de données qui avait 19 colonnes et 30 574 lignes, qui avait comme données les différents types de tissus, le sexe, l'âge, les chromosomes, les gènes, les fonctions du tissu que l'on retrouve en haut. L'image que vous avez au tableau, sur la slide, est un extrait de notre database. Pour nettoyer, nous avons enlevé les informations qui ne nous intéressaient pas, comme les valeurs aberrantes ou inutiles. Une fois nettoyées les données, nous devons les réorganiser pour mieux répondre à la question sur le vieillissement et le cancer. Enfin, une fois finie cette organisation en faisant des classes d'âge pour voir la relation avec le vieillissement, nous avons fini avec une base de données, avec la petite base de données, comme a dit Benoît, de 15 colonnes et 29 344 lignes. À partir de ce jeu de données, on s'est donc posé plusieurs questions que l'on a réparties en deux étapes. Les mutations en fonction de l'âge et les mutations en fonction de l'âge et du sexe, tout organe confondu. Puis les mutations du poumon en fonction de l'âge et les mutations du poumon en fonction de l'âge et du sexe. On a choisi le poumon car c'est l'un des organes les plus touchés par le cancer. C'est ainsi que nous avons élaboré un graphique. Les mutations en fonction de l'âge et du sexe, tout tissu confondu. Confondre les tissus est une valeur qu'on doit considérer. C'est très important pour la suite. Alors, dans le graphique de la mutation par rapport à l'âge, en fonction de l'âge, nous voyons une courbe normale, une augmentation de mutation en fonction du temps au sein de l'âge, à exception de l'âge de 80 et 100 ans. On peut théoriser que c'est à cause de que ces personnes qui ont survécu jusqu'à cet âge ont eu moins de mutations. Nous devons aussi remarquer que dans la colonne de 100 et 120 ans, nous avons moins de mutations, peut-être par un biais de la base de données. Donc, les mutations du poumon en fonction de l'âge, tous sexes confondus. Donc, ce graphique a pour abscisse la classe d'âge et pour ordonner les mutations. On voit que la tendance globale de 0 à 80 augmente et que de 80 à 120, elle diminue. On remarque que les hommes sont majoritairement touchés après les 40 ans, alors que les femmes sont majoritairement touchées après 60 ans. C'est ainsi qu'on s'intéresse sur le premier tissu, c'est le poumon. Nous regardons dans le graphique la même distribution normale que tout à l'heure, une augmentation de mutations en fonction du temps. Quand on étudie le cancer, on se demande s'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et on constate que pour le cancer du poumon, il y a une différence. Les hommes sont touchés dans la classe d'âge 40-60, alors que les femmes sont majoritairement touchées entre 60 et 100 ans. En conclusion, il est toujours possible d'avoir une base de données plus adaptée à la question.
En effet, la base de données qu'on a utilisée est transversale, c'est-à-dire qu'on considère un individu et on fait la mesure dans un moment donné et on ne suit pas son évolution. C'est-à-dire que la personne qui a eu des mutations, on n'a jamais su s'il a développé un cancer. Nous avons aussi appris la grande difficulté des chercheurs à répondre à la question initiale. En effet, dans la conclusion, on n'a pas pu trouver une réponse. Nous avons prouvé la corrélation entre le vieillissement et le cancer, mais on ne peut pas établir un lien de causalité. De nos jours, en biologie, on produit beaucoup de données et la bioinformatique nous permet de les analyser et d'extraire des informations. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à l'équipe de NetBio2 et particulièrement à Benoît qui nous a enseigné beaucoup de choses pendant toute cette année. Merci beaucoup.